Le travail. Vaste question. Un travail, c'est se casser le cul du matin au soir, c'est dépenser la sueur de ton front qui coule tous les matins jusqu'au soir. C'est faire quelque chose que t'aimes. Effectuer des tâches pour gagner des sous. En tout cas, pour moi, le travail, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Vous êtes sans travail, vous risquez d'être quelqu'un de pas utile pour la société. Il faut arrêter de penser que le travail, c'est seulement le salariat. Un emploi et un salaire, c'est la seule chose que les travailleurs ont s'ils veulent survivre. On se pose des vraies questions mais en fait, je fais ça pour l'argent, ok, mais est-ce que je pourrais pas faire autrement pour gagner de l'argent ? Et donc ça questionne vraiment c'est quoi le travail, quoi ? Raisonner le travail. Dans la caravane de Zéro de conduite, Yasmine, documentariste, invite Nadia, ergonome. Ensemble, elles mènent une enquête documentaire dans le quartier de Villejean, à Rennes. 4e épisode, le temps. Entre les passants pressés, les promeneurs, les travailleurs de la dalle et ceux qui attendent, la caravane est une parenthèse qui permet à celles et ceux qui témoignent de prendre le temps de discuter de leur travail d'une façon souvent inédite. Entre accélération et ralentissement, Alexandre, Soraya et Benoît nous racontent combien la question du temps compte dans leur travail. Je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans, je suis né à Tanger. Je suis... Ah tiens, on m'a jamais demandé c'est quoi ton métier ? J'essaie d'éviter de répondre que je suis infirmière parce que c'est ce qu'on attend de la réponse, mais c'est pas du tout vrai. Souvent, j'essaie de répondre des trucs un peu genre j'essaye d'être heureuse ou genre je rigole. Des trucs qui sortent un peu de la réponse attendue, quoi. En arrivant à Rennes, j'étais peintre en bâtiment. C'était vraiment le boulot que j'ai fait le plus. Et ensuite, après, je fais un peu de tout. J'ai fait de l'usine, pas mal quand même. À Peugeot Citroën, là, TSA, du coup, à côté. Et je travaille en restauration rapide. Enfin, je fais plein de trucs. J'ai fait plein de trucs, en fait. Quand on demande tu fais quoi dans la vie, on s'attend forcément à ce que la réponse ce soit notre métier, alors que clairement, heureusement qu'on est défini par plein d'autres choses que notre métier. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie qu'on me mette dans une case parce que je fais tel ou tel métier. Et puis du coup, ça met vachement des gens en difficulté aussi quand on demande tu fais quoi dans la vie, puis qu'ils sont pas forcément dans des métiers qui sont hyper reconnus par la société ou quoi. Et du coup, ils sont vachement mis en difficulté face à cette question. Et du coup, c'est un peu une question que j'essaie de boycotter, quoi. Dans le langage Pôle emploi, je suis chargé de production dans le spectacle vivant. Mon vrai poste, je suis coordinateur du pôle cirque et territoire. Ce poste-là, je l'ai depuis 3 mois. Avant, je travaillais déjà à Héroupe, mais sur un autre volet. Je faisais la tournée avec des compagnies, compagnie de Magie Nouvelle. Je fais là beaucoup la logistique, je fais l'organisation de ça, mais en fait, après, ce n'est pas moi qui gère forcément toujours le contenu. L'un des rares trucs qui était bien à PSA, c'est qu'ils te forment au début. Ils ont un petit centre de formation directement en fait au sein de l'entreprise. Du coup, moi j'ai fait 2 semaines, c'est rémunéré d'ailleurs. Et en gros, t'as des exercices, ils te font faire des exercices, et à la fin t'as une simulation type t'es sur la chaîne de montage. Et honnêtement, heureusement, parce que moi j'ai pas été au montage après, mais j'ai des potes qui étaient du coup et qui étaient avec moi à la formation. Ils m'ont dit heureusement, parce qu'en vrai, ils te donnent 1 minute, mais ils sont larges. Hein. Faut juste faire une pièce et tout. 1 minute c'est pas beaucoup, mais en vrai t'es obligé de le faire en moins. En tant qu'infirmière, on est perçue comme gentille, douce, dans le soin, quoi. Donc,
enfin, solidaire, prête à aider les gens. Après, c'est des clichés sexistes, forcément, mais il y a plutôt une vision positive quand même du métier d'infirmière dans la société. Du coup, moi, je m'en tire pas trop mal. C'est un métier qui mêle vraiment à la fois le côté humain, mais aussi le côté technique, un côté très... Enfin, aussi, intellectuellement, c'était intéressant parce qu'il y a plein de connaissances à avoir. Enfin, je trouve que c'est un métier qui englobe vraiment plein de choses, et sur le papier, il est... c'est super intéressant, quoi. Puis le nombre de fois où les patients m'ont dit « Ah, je suis content que ce soit toi aujourd'hui » ou qui, quand je rentre dans la chambre, me remercient parce que j'ai le sourire, parce que je leur ai apporté quelque chose qui leur a fait du bien. Et franchement, je pense que la reconnaissance des patients, c'est quand même... heureusement qu'elle existe. L'artiste là devait commencer maintenant, là on devait être sur Villejean avec un artiste qui anime un projet autour des grands-mères, qui fait des portées acrobatiques de grand-mères. Un travail autour du soin, d'apporter potentiellement des corps brisés ou qui ont désappris en fait, voilà, et comment il travaille là-dessus, sur la confiance en soi. Alors des fois c'est juste un porté d'un bras, des fois, mais après voilà, il y a la confiance. J'ai eu un contact pour une grand-mère, du coup, qui est une personne du centre social de Villejean qui était là, elle fait « Mais en fait, ce projet est génial !» et j'en avais pas entendu parler, alors que pourtant, on l'avait envoyé à tout le monde pendant 3 mois, le truc, et là, paf, c'était « Ah, mais moi, je veux faire partie de l'aventure, tu me donnes un dossier, je lis, et après, j'en parle, et moi, je suis intéressé. » Presque, elle était là en mode « Ah, est-ce que... il y a une période limite pour candidater presque ?» J'ai dit « Ah bah non, on se calme, ça va bien se passer. » Mais petits moments comme ça de rencontres hyper enthousiastes, ça c'est chouette, ça c'est les super bons moments du boulot, quoi. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Dans la vraie vie, le problème, c'est que justement, le côté humain, comme plus ça va, plus les hôpitaux, on les considère comme des entreprises. Le côté humain est complètement mis de côté parce qu'il ne rapporte rien. Du coup, il n'y a que les soins techniques qui comptent. Du coup, il faut toujours être hyper efficace sur les soins techniques. Et en fait, on est tout le temps à la bourre. On arrive le matin à 6h30. On fait les transmissions, déjà rien que ça, les transmissions, c'est le moment où du coup l'infirmière, donc quand il y a 3 équipes souvent en tant qu'infirmière, il y a le matin, l'après-midi, la nuit, et du coup entre chaque équipe il y a des transmissions pour se dire voilà, cette nuit il s'est passé ça, tel patient il est là pour ci, pour ça, enfin bref, on se dit, on se transmet les informations sur les patients et sur ce qu'on a à faire, et les transmissions, j'aurais prévu un temps de 20 minutes pour faire des transmissions de 20 patients. Donc en fait, rien que ça, le temps des transmissions, ça commence, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, on n'a pas du tout le temps de les faire de façon complète, ou alors, on les fait de façon complète, mais du coup, on finit avec une demi-heure de retard. Donc ça veut dire que déjà, tu commences avec ta journée avec une demi-heure de retard, et que ta collègue de nuit, elle a fait une demi-heure d'heure sup qui sera jamais payée, parce que nos heures sup... Et du coup, en fait, dès le matin, c'est le bordel. C'est vraiment n'importe quoi, même d'un point de vue de la santé, quoi. Enfin, en fait, on les prend mal en charge. Du coup, tu rentres chez toi, t'es énervé. Du coup, entre nous, on râle. Après, franchement, on n'est pas du tout écouté ni par les cadres, ni par les cadres sup, ni par les médecins, ni par... dès qu'on a un peu des formes de revendication ou des choses où on dit mais en fait c'est pas normal que là ça se passe comme ça, on est franchement jamais écouté. J'étais opérateur kitting. En gros, il y a un petit chariot qui avance, c'est la PSA qui ravitaille un petit peu les gens qui sont sur la chaîne de montage. Moi, mon boulot, c'était de mettre les pièces une première fois dessus. Ça arrive devant toi et tu le fais pendant que ça avance en fait, sur la chaîne de montage. Donc en fonction du moment de la journée, des fois ça va plus vite.
Bah parce qu'ils ont envie de produire un peu plus. Et du coup, t'es obligé de produire tout le temps. Tout le temps, sans t'arrêter. C'était pas physique, mais c'était super chiant. Parce que c'est tout le temps la même chose, c'est super répétitif. C'est genre... en plus, ça n'a même pas le droit aux écouteurs. Bah normal, en vrai, j'ai envie de dire... consigne de sécurité. Mais avec des écouteurs, ça aurait été vachement plus agréable. Mais du coup, je marchais à côté de mon chariot tout le temps, puis je mettais ma pièce. Et faut savoir que c'est que deux voitures différentes, qui sont produites à PSA. Tu vois tout le temps les mêmes pièces, tu vois tout le temps les mêmes choses en fait. Et c'est super ennuyeux. Psychologiquement parlant, PSA c'était dur. J'ai galéré en PSA. C'était genre. Je travaille en 2-8, donc c'est-à-dire une semaine t'es du matin, tu commences à 5h30. Une autre semaine, tu finis genre à 21h et quelques. Mais quand tu commences à 5h30, c'est super dur. Hein. Tu te réveilles, t'es comme ça le matin, ton chef il est de mauvaise humeur parce que c'est lundi matin. C'est super chiant. À ce moment-là, moi j'habitais super loin de Rennes. J'étais du côté de Bain-de-Bretagne. Et du coup, je faisais du stop à 4h le matin. Je trouve à chaque fois, je suis jamais arrivé en retard. À PSA, je suis jamais arrivé en retard. Et même physiquement parlant, ça finit par lâcher à certains moments. Hein. Enfin, ton corps, au bout d'un moment, il finit par lâcher de toute façon. Surtout que je tiens à dire une chose, c'est qu'à PSA, dans son contrat, c'est stipulé la pièce la plus lourde que tu portes, elle est censée peser 35 kg. Celle que je prenais, et c'était tout le temps la même que je devais poser, elle en faisait 45. Hein. Donc tout le temps, tu portes une pièce de 45 kg quand même, c'est super chiant quoi. Et moi qui étais tout le temps crevé, bah, c'était super dur. Avec le Covid, ça s'est un peu calmé, mais on est toujours sur une escalade du projet. C'est-à-dire qu'il y a toujours du projet, ça va très vite, on n'a pas forcément le temps. Et c'est ça le problème. Et moi, dans d'autres boulots que j'ai pu faire avant, j'avais du temps. Et beaucoup de temps. Et en fait, ce temps-là, il est pas donné à rien faire. En fait, il est donné à rencontrer les gens, à accentuer la démarche de rencontre, en fait. C'est un temps qu'on peut pas rétrécir, en fait. On le fait pourtant, mais bon, c'est compliqué. Et moi, j'aime bien prendre le temps de ça. C'est-à-dire, on fait une réunion, c'est pas 10 minutes dans un couloir. On va vraiment prendre un café, on prend du temps ensemble et on discute. Et ça peut partir de rien et on partira même pas de projet, mais bon, ça amène d'autres choses et d'autres réflexions. Et par discussion, bah oui, on fait un lien de quelque chose de plus loin. Et on apprend toujours, en fait, on apprend toujours des autres. Donc, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup au travail et du coup quand ça rentre trop dans ma sphère privée, c'est pas cool. En fait, j'estime que c'est presque comme quelqu'un qui rentre en intrusion chez moi finalement aussi. Donc j'essaye quand même de mettre de la distance avec le travail parce que bon là au mois de septembre j'ai pas du tout fait parce que c'est la rentrée et puis c'est n'importe quoi, mais après évidemment que je ramène beaucoup de moi-même dans ce que je fais. Entre autres par rapport au relationnel. Je ferais pas ce boulot-là si j'étais pas ce que je suis aussi intrinsèquement. Ce que je suis en fait influence mon travail, la façon dont j'interagis avec les personnes, la façon dont mes centres d'intérêt. J'ai des envies et du coup j'ai envie aussi de les mettre un peu en pratique, quoi. Et c'est des envies qui sont à la fois personnelles comme elles sont professionnelles. Elles deviennent professionnelles aussi, quoi. À des moments où travailles trop, en fait, t'es trop dans tes projets et en fait ta vie elle existe qu'autour de ça et en fait le moment où tu te réveilles de ça, tu te rends compte qu'en fait le monde à côté de toi s'est clairement écroulé. En fait ton monde social, il s'est écroulé en fait parce que tu t'en as pas pris soin en fait tout simplement. Et j'avais eu une image de ce truc là où quelqu'un qui marche avec un baladeur. Et en fait, au début, il marche en ville, puis il écoute sa musique, il est à fond et tout. Puis en fait, il marche, et en fait, à un moment, il lève les yeux de ses pieds, il est en pleine forêt, il est tout seul, au milieu d'une forêt, quoi. Et il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il y a le bruit de la nature, mais bon, il n'y a rien. Et j'ai eu des sensations dans le boulot, clairement de ça, en fait, au moment où je lève un peu la tête et je fais... Ok, alors là je viens de clairement faire une table rase sur ce qui se passait dans ma vie, quoi, perso, quoi. Et ça, non, plus jamais, quoi.
Après, il y a des périodes dans l'année où c'est comme ça, parce que le projet, pendant une période de festival, on ne peut pas se dire qu'on détache le perso du pro, ça n'existe pas. Alors, couper du travail, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que là je fais aussi une pause, c'est qu'en fait c'est hyper prenant. En fait, couper du travail quand t'es à la maison, c'est compliqué aussi parce que, hormis du coup ces journées de travail complètement folles, des fois on t'est rappelé sur tes jours de repos parce qu'il manque quelqu'un et qu'en fait on peut pas laisser le service avec une personne en moins. Du coup, on te fait vachement jouer aussi sur ta culpabilité. On te dit, bah oui, mais du coup, ta collègue, elle va être toute seule si tu viens pas. Donc, du coup, toi, tu reviens sur tes jours de repos pour pas laisser ta collègue et les patients, en fait, en galère. Donc, du coup, tu te lèves et t'y vas. Souvent on est tout seul par poste, donc du coup il n'y a pas vraiment de communication de toute façon. Tu peux pas, t'as pas le temps. T'as juste pas le temps en fait. Et puis même, de toute façon, tes collègues s'en foutent totalement. Ah, ils te laissent galérer, hein. Non, ça veut dire que ceux qui ont déjà fini leur tour, ils vont même pas essayer de t'aider. Ils se sont déjà dit, oh, ça c'est chiant pour moi, je vais pas t'aider, tu vois. Je sais pas, moi, je vois quelqu'un galérer, je vais l'aider, surtout si en ce moment-là, je fais rien du tout. J'ai l'impression que tu demandais pas d'aide, que tu te démerdes toi-même et que c'était comme ça que ça devait se passer. Je sais pas si c'est la politique de l'entreprise qui voulait ça, hein, ou si c'était juste les employés qui avaient fait une espèce de code d'honneur un peu bizarre. Il y a des inégalités qui se font clairement. Pour eux, t'es rien, quoi. Okay. Vu que t'es pas en CDI, vu que t'es en intérimaire, ils vont se dire c'est pas grave, de toute façon on le connaît pas, il va se faire jeter par PSA. Du coup, ils voient tout le temps des personnes différentes, du coup ils s'en foutent pour eux, un intérimaire, c'est juste, je sais pas, de la chair à canon, quoi, c'est du bétail en fait. J'ai l'impression en fait qu'ils voient exactement la même chose que mes chefs, finalement. On parle pas trop de ça en fait, le matin on a une petite réunion normale, un petit check-up de ce qu'on doit faire et de ce qui s'est passé la veille. Et après directement à la fin on se disperse et puis en vrai c'est pour nous dire combien de voitures on a fait, si on est dans les quotas ou pas en fait. Donc t'as besoin de le savoir quand même, parce que c'est comme ça que tu sais si tu vas avoir une journée de merde ou pas. Pourquoi c'est à ce moment-là que tu te dis oui ils vont accélérer, tu vois, la cadence. Ou pas. Moi, j'ai l'impression que le soin, c'est censé être quelque chose de prioritaire. On est des humains, on a besoin de soins, quels qu'ils soient, quand il y en a besoin, quoi. Et que moi, je me dis que là, je suis là normalement pour faire du bien à des gens qui sont dans une période difficile de leur vie et que, en fait, à part leur faire des piqûres et leur faire leurs pansements, j'ai pas du tout le temps de prendre soin des personnes plus que ça. Et en fait, c'est hyper frustrant et hyper énervant, quoi, parce qu'en fait, tu te dis, mais une fois de plus, c'est pas des bouts de chair, c'est des êtres humains qui ont aussi besoin d'un rapport social, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, qui ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont, de savoir... et qu'en fait, on n'a pas du tout le temps de répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs attentes, à tout ce qui les préoccupe. Et du coup, c'est les soins en règle générale quand on pâtissent. Il y a des choses, on travaille avec de l'humain, donc quand on travaille avec de l'humain, déjà les temps sont plus longs. Parce qu'il faut qu'il y ait une écoute, il faut qu'il y ait une bienveillance et on ne peut pas arriver dans un EHPAD, un centre social, au CHU ou chez ce type de partenaire pour leur dire est-ce que vous avez des grands-mères pour participer à des projets. Il faudrait que l'artiste vienne dans vos unités. Oui, on sait qu'on n'est pas loin d'un reconfinement, mais nous on veut absolument faire le projet. On peut pas faire un truc comme ça. Déjà en plus c'est même pas l'idée du projet en fait, en soi. C'est prendre soin, c'est pas imposer. Donc voilà, en fait, il y a des choses comme ça, quand il y a un décalage, on sent qu'il y a des impossibilités, en général, on essaie quand même de les faire. Et si c'est vraiment, là, ça devient trop compliqué, éthiquement aussi, tant pis, hein, un projet, ça vit, mais ça peut aussi mourir, et des fois, ça peut mourir prématurément. Il faut aussi l'accepter, quoi.
J'ai arrêté parce que, j'ai arrêté un jour, je travaillais à domicile, puis j'arrive chez une patiente. Pour le coup, on m'avait pas fait de transmission pour cette patiente. J'arrive chez cette patiente, déjà à 14h alors que j'étais censée avoir fini à 14h. C'était une patiente qui était pas bien du tout, qui était, en soins palliatifs, qui avait besoin de soins très particuliers, qui avait besoin d'une attention très particulière. La famille, quand je suis arrivée, était là et était très en demande de savoir, ce qui se passait et bref, j'ai pas du tout été capable de répondre à leurs questions. J'ai pas du tout été capable de prendre en charge cette personne correctement, elle était hyper douloureuse, enfin bref, et je suis rentrée chez moi en pleurs et là, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Maman, je peux plus travailler». Enfin, je me suis dit, «C'est fini quoi, là, faut que je fasse une pause, je peux pas continuer comme ça. Je suis pas une machine de guerre, je peux plus» et puis, enfin, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. J'ai pas envie de participer à ce système de soins où, on considère les gens comme des numéros sur une feuille, qui vont leur rapporter de la thune parce que les soins, ça coûte, ça rapporte vachement de sous, hein. Franchement, les soins, là-dessus, y a pas de souci, hein. Les hôpitaux, ils doivent se mettre bien. J'ai une haine de l'usine maintenant, c'est fou. Ah non, mais c'est de l'exploitation, hein, vraiment. Ah, je me suis senti exploité hein, là-bas. Enfin, tu sers à... En fait, tu sers... Je sais pas comment expliquer, c'est une forme d'esclavage moderne en fait. Vraiment, je suis grave sérieux quand je dis ça. Bah surtout en fait quand t'es intérimaire en fait, tu remplaces juste les chaînes par ton contrat en intérim. C'est ça en fait. Je sais pas si je retournerai vers le salariat un jour, franchement. J'espère que je le ferai jamais. Bah, en fait, avec des copains, on a un objectif d'essayer de créer un lieu collectif dans lequel on pourrait être un minimum autonome et sortir au maximum du système de consommation et du coup avoir besoin de beaucoup moins de sous et du coup pas avoir besoin de travailler ou en tout cas le moins possible. De retrouver une forme de travail qui pour le coup a énormément de sens quoi, parce qu'en fait c'est essayer de se procurer nous-mêmes les choses qui sont nécessaires au quotidien et pas de les acheter à droite ou à gauche. Pour moi, ce qui est important dans le travail, et ce qui n'est pas toujours le cas, c'est de travailler en équipe. Moi, je n'aime pas travailler tout seul. C'est un truc que je n'aime pas faire parce que je trouve souvent que j'ai un peu un défaut d'imagination sur plein de choses et que discuter avec quelqu'un d'autre ou être sur des projets avec d'autres personnes, déjà on est toujours plus fort à plusieurs, même si les projets prennent plus de temps. Parce que il faut concerter, ce qui est la partie la plus intéressante d'ailleurs. Mais moi, j'aime travailler en équipe. J'aime avoir des collègues pour exposer mes problèmes ou mes moments de bonheur ou de satisfaction ou j'aime pouvoir échanger avec des collègues en fait qui sont proches, qui comprennent ce que je fais. Les collègues, c'est le plus important dans le travail. Donc un travail idéal, en vrai, si jamais t'es pas ton propre patron, le travail idéal, c'est juste un travail dans lequel tu te sens à l'aise avec tes collègues au minimum. Tu peux faire de l'usine même si c'est chiant. Si t'as des bons collègues, en vrai, ça te permet de tenir un peu. Être son propre patron, parce que c'est un problème qu'on a quasi tous, en fait, même si on le dit pas forcément, mais on déteste recevoir des ordres. Et moi, le premier, je déteste ça. Ah, ça m'énerve et tout. Et du coup, si je suis mon propre patron, je pourrais pas me donner d'ordre. Voilà, tout simplement. Après, je dis pas que c'est facile. Mais au moins on parlera pas comme un chien. Voilà, tout simplement, c'est cool. Comment dire, je préfère galérer, mais c'est la mienne, c'est ma galère à moi, que de galérer parce que justement on te parle mal. Psychologiquement parlant, ça aura pas le même impact, déjà, juste en fait.
moi, c'est un plaisir de travailler. En tout cas, là, mon boulot me plaît. C'est un plaisir de travailler là-dedans. Je pourrais tout à fait m'épanouir dans tout autre travail. En fait, je travaille des fois sans emploi. Donc pour moi, il y a une idée d'investissement et de réalisation, en fait, de réaliser quelque chose, individuellement ou collectivement. C'est une sorte de but d'un projet, en fait. J'aime pas ce mot, mais c'est le but d'une idée à réaliser. Le travail, pour moi. Et après, en général, je l'associe beaucoup à l'emploi parce que jusqu'à pas si longtemps, je faisais quand même beaucoup de boulot alimentaire. Donc pour moi, le travail, c'était lié à l'emploi et au fait que j'ai besoin d'avoir de l'argent pour payer mon loyer et ma nourriture. Et voilà. Comment on s'investit dans notre travail en fait en ce moment, je suis quand même pas mal sur des notions de déconstruction quand même. Et ça m'interroge beaucoup, cette charge de travail constante qu'on abat tous, y compris les chômeurs d'ailleurs, qui travaillent comme des dingues finalement. Je suis passé par là et chômeur, c'est un travail à plein temps. Le travail, c'est beaucoup plus large que ça. Le travail, c'est faire le ménage chez soi. Le travail, c'est faire du bénévolat, bosser dans des assos. Le travail, c'est aussi essayer de réfléchir à comment essayer d'être solidaire, d'aider des personnes. En fait, il y a plein de façons de travailler et c'est pas complètement aliénant, c'est pas un truc où on t'achète 35 heures de ta semaine pour que tu fasses du bénéfice. Quand tu travailles dans ton jardin, par exemple, et ben en fait, ça a du sens ce que tu fais parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pour qui tu le fais, tu sais ce que ça va donner du début à la fin. C'est pas un boulon pour une voiture où tu verras jamais la voiture à la fin. Enfin là, de la graine jusqu'au fruit, tu vois l'évolution du truc, tu retrouves du sens, quoi. Enfin, je pense qu'il faut redonner du sens au travail. Loin de la mesure stabilisée, lissée et cadrée, le temps pour faire, anticiper, réfléchir, célébrer ou s'entraider déborde des cases du planning et du contrat. Ces 3 témoignages nous invitent à questionner le chronomètre hérité de notre passé industriel et à sortir notre boussole pour s'orienter vers ce qui compte. Raisonner le travail. Une production Zéro de conduite 2020-2022. Co-réalisation Yasmine Abissaab, Nadia Boisac-Rachaï et Julia Brenier-Caldera. Musique Lynn Hood et Claude Ultraviolet. Un grand merci à Alexandre, Soraya et Benoît, ainsi que toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'échanger avec nous et qui nous ont accordé leur confiance. Nous remercions également les stagiaires du dispositif Parcours Plus de l'association Prisme qui nous ont accompagnés sur le tournage et dans nos réflexions. Et enfin, un grand merci à nos partenaires et les acteurs du quartier pour leur soutien matériel et financier. Cet épisode sur le temps se referme et nous vous invitons à un prochain épisode sur l'organisation.